Mais bien sûr que la psychanalyse est politique. Ne pas le reconnaître, c'est la prendre pour une thérapie brève qui n'aurait comme objectif que le petit confort d'un individu. Non, la psychanalyse pense le sujet au sein d'un groupe, d'une société, d'une culture. Et toutes les colorations de l'environnement d'un sujet et qui agissent forcément sur lui sont interrogées en analyse. C'est pour cette raison qu'elle ne peut pas être étrangère à tous les soubresauts du monde puisque le sujet en subit les conséquences. Et de la même façon, l'analyse ne peut pas faire l'économie de constats sur la responsabilité qui pèse sur lui quant aux conséquences de sa parole et de ses actes. La responsabilité, c'est un sujet que vous avez souvent abordé dans vos séquences. Oui, mais en filigrane, je crois, ou à propos d'un événement particulier. Seulement, aujourd'hui, il y a des faits d'actualité qui prennent une telle ampleur que nous devrions individuellement en faire le cœur de nos réflexions. J'ai envie de dire que réfléchir à notre responsabilité quant à nos choix, nos décisions, nos paroles, nos actes, c'est devenu plus que jamais une indispensable hygiène de notre pensée. Parce que, voyez-vous, c'est bien beau de dire que l'on assume ses responsabilités. Mais si on prend un stabilo et qu'on surligne en rouge les responsabilités qui conduisent nos sociétés, et chacun de nous d'ailleurs, à désespérer de lendemains plus clairs, eh bien on va en avoir du rouge sur la feuille. Du moins si le stabilo est tenu par des gens qui pensent. Des gens qui pensent, ça peut apparaître comme très élitiste, vous ne trouvez pas? Écoutez, tant pis pour ceux qui peuvent se sentir visés. Voilà, je trouve qu'on n'a plus le temps de ménager les susceptibilités. Il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'on les pense. Sinon on reste un planqué et ça ne fait rien bouger. Voilà. Quand vous évoquez les responsabilités, vous parlez des responsabilités individuelles. Individuelles et collectives, puisque elles interagissent l'une sur l'autre. Ce que je veux mettre en lumière surtout, c'est que l'assomption de nos paroles et de nos actes n'est que très rarement réelle. Les gens croient assumer leurs choix, leurs actes, mais c'est totalement imaginaire. Peu de choses sont finalement assumées réellement. Si les gens s'en rendaient compte, mais ils seraient habités par un conflit terrible. Je pense ainsi, mais j'agis à l'opposé de ce que je pense. Et la meilleure preuve que cette soi-disant assomption relève de l'imaginaire, d'une illusion, si vous préférez, c'est que très souvent les gens sont surpris des conséquences de leur acte. Ça les met parfois en colère ou ça les fait tomber en dépression. Il n'y a pas de conséquences assumées, il y a de la victimisation en solde. Voilà. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous, assumer les responsabilités d'un choix? Qu'est-ce que ça signifie? Je pense qu'il y a peu de gens capables de prendre une décision en ayant la conscience claire de la conséquence première de leur décision. Vous voyez, la majorité des gens me semblent plutôt habités par l'image qu'ils se font de la conséquence de leur choix, c'est-à-dire habités par le désir de voir se produire ce qu'ils considèrent comme la conséquence de leur choix. Donc assumer ses responsabilités, c'est déjà ne pas se contenter de ce que l'on imagine être la conséquence directe, la conséquence première de notre choix. Et alors, au-delà de cette étape première, que serait, selon vous, un choix plus éclairé, plus responsable? Un choix plus responsable, ce serait de penser non pas à la réalisation d'un désir, conséquence fantasmée de notre choix, mais un acte provoquant la chute d'un sucre, entraînant dans sa chute toute une suite d'autres morceaux de sucre. Et donc avoir une projection de la pensée,
figurant des hypothèses secondaires, des hypothèses tertiaires de notre choix. C'est ça, pour moi, un choix responsable. Pas le fruit d'une pulsion, hein, d'une réaction, mais le fruit d'une réflexion. Vous avez un exemple récent, un exemple concret qui serait plus parlant? Il y en a beaucoup, quelque chose d'assez récent. Tiens, il y a quelques jours, j'écoutais la réaction de Ruquier dans On n'est pas couché, à propos d'une séquence de l'émission entre Caroline Fourest, dont j'apprécie la rigueur, le courage, l'honnêteté, et Aymeric Caron. Mais franchement, comment ne pas reconnaître que c'est du bruit pour rien, de la salive pour rien, des offuscations tellement, mais tellement exagérées. Et tout ça pourquoi? Pour faire parler? Pour faire réagir? Tout ça pour exister? Mais certainement pas pour faire penser. Il y a déjà une responsabilité majeure dans le fait de proposer de telles émissions qui s'apparentent au jeu du cirque de l'époque romaine. Voilà. Et bien la conséquence première, c'est faire de l'audience, donc de la pub, donc des revenus. Mais à quel prix pour la pensée? Avec quel niveau de responsabilité quant aux conséquences en termes de traces chez celles et ceux qui se laissent imprégner par ces offuscations hystériques? On peut vous répondre que vos propos sont très élitistes et qu'il en faut pour tout le monde. Eh bien, vous voyez, je réponds que des élèves considérés comme des cancres sont capables de s'émouvoir en découvrant les accents d'une symphonie ou en comprenant ce qui a conduit un peintre à créer une œuvre. Il suffit qu'un enseignant amoureux de son métier les invite à de telles découvertes. Il y a des émissions qui invitent à penser et il y en a d'autres qui restent au stade des instincts primaires. C'est comme ça. Vous voyez, on évoque régulièrement la nécessité de bien se nourrir, de choisir ses aliments pour demeurer en bonne santé, 5 fruits, 5 légumes par jour et patati et patata. Mais qui évoque la responsabilité de chacun dans le fait de nourrir correctement son esprit et dans le fait que cette responsabilité a pour conséquence la persistance d'une mauvaise nourriture de l'esprit pour un très grand nombre de personnes. On pourrait dire exactement la même chose à propos des réseaux sociaux. Mais bien sûr, tout à fait. Et là aussi, la responsabilité n'est pas du tout assumée. Des tas de gens, chaque jour, regardez autour de vous, s'insurgent contre le contenu d'innombrables messages haineux ou racistes ou encore comportant de fausses informations. Ben allez, soyez cohérents, bon sang, clôturez votre compte, oubliez ce réseau. Arrêtez de croire que vos contributions peuvent avoir un écho capable de changer la face du monde. Parce qu'en continuant à participer à la lecture des messages, en continuant à réagir, on permet au réseau de continuer à exister. Donc finalement, dire que l'on est outré, scandalisé, c'est quoi? C'est pousser des cris d'orfraie et demeurer complice et contribuer à ce que se perpétue la diffusion de fausses informations et de contenus haineux. Parce que participer, c'est entretenir la chose, c'est être complice de la perpétuation de ce côté malsain. J'entends que l'actualité nationale ou internationale est au cœur de ce que vous pointez finalement dans vos propos. Évidemment. Évidemment. Et il y a tellement de choses à en dire concernant la responsabilité. Le pire, voyez-vous, c'est de voir que tant de gouvernements qui se sont succédés depuis plus de 40 ans ont eu et continuent d'avoir la main qui tremble au nom d'une paix sociale qui n'existe pas, mais un truc complètement fantasmatique, une illusion de grandes familles modèles dont tous les membres seraient bienveillants les uns envers les autres, une illusion à l'extrême opposé des bonnes baffes que vous envoie parfois la psychanalyse au moment où vous vous y attendez le moins, pour vous dire, eh ben tu vois, ça c'est toi, eh ben oui, tu es comme ça. Donc ce sont des années de lâcheté, voilà, je trouve, des années de
de trahison, de complicité, de crainte d'un embrasement qui, de toute façon, a eu lieu et se poursuivra. Regardez les extrêmes, quels qu'ils soient. Bon, les extrêmes n'existeraient pas aujourd'hui, ou tout au moins n'auraient pas la surface qu'ils occupent si une loi inflexible avait été appliquée. Et le comble, c'est que la loi existe, seulement elle n'est pas appliquée. Il y a une telle mollesse, une telle peur, une telle naïveté, un tel laxisme. On pourrait dire que la loi du père est aux abonnés absents. Vous savez que vos propos risquent d'être connotés... Oui. Mais à force d'avoir peur que notre parole soit connotée trop à gauche ou trop à droite ou trop ceci ou trop cela, rien ne change, rien ne bouge. Les sociétés sont complètement chloroformées. Les cultures s'enfoncent dans la vase et surtout, la mémoire est bafouée. Et ça, c'est insupportable. La mémoire, c'est un sujet auquel vous avez toujours attaché une grande importance. Mais comment voulez-vous vivre sans mémoire? Sur quoi est-ce que l'on repose s'il n'y a pas de mémoire? La répétition est garantie. Sans elle, on marche sur des sables mouvants, et les sables mouvants nous aspirent et nous font disparaître. La psychanalyse, vous voyez, la psychanalyse nous oblige à regarder ce qui nous sert de socle et que nous refusons souvent d'admettre. Je reprends une phrase de nos entretiens récents. Qu'est-ce qui est préférable? Une illusion rassurante ou une vérité qui fait mal? Eh bien, c'est la vérité qui fait mal qui nous fait nous reconnaître tels que nous sommes, avec notre histoire sans aucun coup de gomme. Regardez cette histoire lamentable qui se passe en ce moment en Allemagne. En Allemagne, qui plus est. Une crèche nommée Anne Frank va changer de nom. Et vous savez pourquoi? Au nom de quelle raison? Eh bien parce que l'histoire de l'adolescente juive tuée par les nazis est difficile à comprendre pour les jeunes enfants, et en particulier ceux issus de l'immigration, dixit la directrice de l'établissement. Mais c'est d'une tristesse, c'est lamentable, c'est d'une irresponsabilité crasse, difficile à comprendre, dit-elle. Mais où est la responsabilité de la transmission? Dans quoi s'inscrit la mémoire collective et l'assurance d'un avenir un peu plus paisible si tout doit être recommencé? Ça rappelle toutes les statues déboulonnées par les tenants du wokisme, les rues et les collèges débaptisés, bref, tout ce qui contribue à effacer l'histoire. Et sans histoire, sans inscription dans une temporalité des actes et des paroles des hommes, de leurs actes de courage et de leurs ignominies, nous n'apprenons rien. Et donc nous sommes condamnés à bégayer l'histoire.